Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on publie un épisode de Coup d'État X un peu spécial parce qu'en fait, c'est le dernier de la saison 1 de Coup d'État X. Et pour conclure cette première saison avec les 13 interviews qu'on a faites jusqu'à maintenant, on a décidé de faire une interview un petit peu spéciale où ce serait Dimitri, donc qui est le Head of Content de Coup d'État, qui va m'interviewer, qui va me poser des questions sur tout ce que j'ai pu apprendre en termes d'état d'esprit dans Coup d'État X. Parce que c'était ça l'objectif de cette série et c'est l'objectif de toute cette saison, c'est de montrer l'état d'esprit d'entrepreneurs, comment ils voient le monde, comment ils font pour avancer au quotidien et comment ils gèrent leurs émotions, leur façon d'avancer dans la vie et de prendre des décisions de la bonne manière. Donc voilà, c'est un épisode où c'est Coup d'État, X Coup d'État. J'espère que ça va vous plaire. On va se retrouver pour la saison 2 un peu plus tard, d'ici quelques mois. Allez, bisous. Salut Valentin. Salut Jim. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Alors t'es le CEO de Coup d'État. Ouais. Alors pour donner un peu de contexte, Coup d'État c'est une plateforme qui tend à devenir le Netflix de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on produit du contenu pour les gens qui veulent être plus entreprenants dans leur vie, quels que soient les thèmes et quelle que soit l'échelle. Et on a une série qui s'appelle Coup d'État X, on interviewe des gens qui sont plutôt entreprenants dans leur vie. Et d'habitude c'est toi qui poses des questions. Donc aujourd'hui c'est toi qui vas y répondre pour cet épisode un peu spécial. Trop bien. Alors la première des questions que je voulais te poser, c'est qu'on a eu beaucoup de gens, on a eu des sportifs, des artistes, des entrepreneurs qui montaient des PME, des entrepreneurs qui montaient des startups, des vidéastes, etc. Et je me demandais si tu avais décelé un point commun entre toutes ces personnes. Ouais, genre c'était assez intéressant parce que donc on a fait en tout 12 interviews, ça doit être la 13e celle-là. Il y a un point commun, genre il y a pas de personnalité type pour être entrepreneur. Par contre, il y a un point commun entre tous les gens qu'on a reçus dans Coup d'État X. On en parle souvent, tous les deux. Genre, c'est les trucs qui nous ont beaucoup marqué. Ça fait 1 an qu'on a lancé Coup d'État X. Et c'est des trucs qu'on s'est imprimés. Genre, hier soir, on en causait encore, tu vois. On était là en mode, ouais, regarde, c'est ce que Sofiane Pamard disait dans l'épisode 1. Et si tu le mélanges à ce truc-là, tu prends des bonnes décisions dans ta vie. Et en fait, je pense que le point commun, il est là. Le point commun, il est dans la prise de décision et dans comment tu fais pour avancer. Et quoi qu'il arrive, rester en mouvement et être tout le temps à chercher la next step, quoi. Ce qui est impressionnant, c'est leur capacité à la fois avoir cette vision long terme qui les excite, où ils se disent putain, je peux aller changer le monde, je peux aller faire ce truc énorme. C'est Guillaume d'Agricool, tu vois, qui te dit moi mon but c'est pas juste d'avoir 3 conteneurs dans une ville, c'est d'en mettre partout dans le monde et que les gens partout dans le monde puissent manger des fruits et des légumes de trop bonne qualité qui ont poussé en ville. C'est Sofiane qui te dit je m'arrêterai pas tant que tout le monde me connaîtra pas. C'est cette grande vision et à la fois leur capacité à exécuter au quotidien. Et en fait, ce truc-là de savoir découper cette grande vision en sous-parties qui font que tu peux avancer et que tu as des récompenses régulières et récurrentes et où tu dis ok, j'avance. Et à un moment, tu finis par atteindre ta vision ou pas, mais tu finis toujours par atteindre quelque chose d'incroyable. C'est ce qui fait le point commun entre tous ces gens, tu vois. Il y avait une autre question que je me posais. C'était en termes de relations humaines et en termes de techniques d'interview. Parce que vu que tu en as fait plus d'une dizaine de 1 heure, tu as dû développer des sortes de skills de, par exemple, orienter un sujet, comment amener la personne à dire telle chose ou telle chose, comment gérer les relations humaines dans une conversation. Ouais, c'est assez marrant parce que je réfléchissais à ça l'autre jour sur la façon dont j'ai progressé en fait à force de faire des interviews, quoi. Au départ, il y a vraiment une grosse différence entre les premières interviews et la fin. Ouais, on peut voir la courbe de progression qui est assez incroyable. Il y a une grosse différence et elle est liée à 2 trucs. Genre, la première chose, et je pense qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard, c'est ma propre santé mentale, quoi. Ouais. Genre, je suis devenu plus à l'aise avec moi-même et j'avais un peu plus confiance et tout ça, et donc je suis plus à même d'écouter les gens. Genre, c'est beaucoup plus facile d'écouter les gens en face quand t'es bien avec toi parce que t'es pas concentré sur est-ce que mes cheveux ils sont de traviole, est-ce que je suis en train de parler n'importe comment, si tu fais une erreur c'est pas grave, etc. Donc il y a ce premier truc là, genre c'est venu, quoi. C'est vraiment le truc de ce qu'on dit chez Coup d'État tout le temps, c'est entoure-toi de personnes qui le font en même temps que toi, ça va te pousser à devenir un peu comme elle. Ça a fait ça, quoi. Pas que, il y a d'autres trucs dans ma vie qui ont fait que ça a changé, mais voilà. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, je suis passé d'un système où aux premières interviews, j'écrivais genre une vingtaine de questions que j'apprenais par cœur. Ouais. Et en fait, pendant toute la conversation, j'étais en mode, bon, là, il dit un truc intéressant, ou là, elle dit un truc intéressant. Il faut que je me prépare parce que quand elle aura fini de dire ce truc intéressant, il faut que je pose ma prochaine question. C'est un peu ce que je suis en train de faire là. Ouais. Et en fait, c'est terrible. C'est terrible parce que, et ça marche pour tout. Ça marche pour les interviews parce que c'est filmé, etc. Mais ça marche dans la vie. Genre, quand tu as une conversation avec quelqu'un, si tu es en train de penser à comment tu vas faire pour enchaîner la conversation
conversation, en fait… T'es ailleurs, quoi. Ouais, t'es ailleurs. Ce que tu te dis dans ta tête, c'est que t'es en contrôle et que du coup, genre, tu combles de la peur. T'as peur qu'à la fin, la conversation s'arrête. Et en fait, le problème, c'est que c'est l'inverse qui se passe. Genre, t'es hors contrôle complètement parce que si t'as peur que la conversation s'arrête à la fin, et ben en fait, tu écoutes pas ce que la personne te dit et donc c'est impossible de rebondir sur un truc qu'elle te dit. Et donc en fait, tu te fermes des portes automatiquement et t'écoutes pas. La personne le sent probablement, elle est là en mode elle se renferme, elle sait qu'il y a des caméras, c'est dur pour elle aussi, c'est compliqué. Enfin voilà. Donc en gros, je suis passé d'un système où ouais, j'écrivais mes 20 questions, je les apprenais par cœur et j'attendais qu'ils aient fini de parler pour poser la suivante. Où souvent c'était genre tout le parcours de la personne, et je voulais passer sur tous les trucs et tout, tu vois. Et en fait, à un moment, j'ai fait genre mais ça me gonfle. Genre quand j'ai des conversations intéressantes avec les gens, c'est toujours genre en fin de soirée, je suis en discussion avec une personne qui reste toute seule dans la soirée et on cause de trucs hyper profonds. Pourquoi on fait pas juste ça en fait pendant les interviews coup d'état et donc en fait j'ai écrit genre mes dernières interviews, il y a genre 4 questions qui sont vraiment les gros points pour relancer complètement la conversation sur un autre sujet si jamais il y a besoin. Mais par contre, je pars en me disant c'est une discussion normale avec un pote. Genre, je pars vraiment du principe que la personne en face est un pote ou une pote. Et je viens et genre, tu vois, genre, tu le vois dans mes intros par exemple. Dans mes intros, à la base, je faisais un truc genre « Salut, t'es le CEO de X boîte, t'as fait ça dans ton parcours. » J'étais là en train de me poser des questions genre « Faut pas que je me trompe dans les chiffres, il faut des vanity metrics pour que ça impressionne les gens et tout. » Et en fait, j'ai ditché tout ça, j'ai tout viré et j'ai juste Mais t'as pas peur que du coup, la conversation dérive beaucoup trop? Ben en fait, c'est trop bien quand la conversation dérive, parce que tu creuses dans la personnalité des gens. Moi, il y a que ça qui m'intéresse. Genre dans la vie, il y a vraiment que la personnalité des gens qui m'intéresse et leur culture et leur façon de penser, parce que tous les trucs dont je peux m'imprégner, j'essaie de m'en imprégner aussi, et je me dis, tiens, ça c'est vraiment intéressant en termes de manière de penser, je le veux, tu vois. Et en fait, à poser une question qui est genre, tu vois, t'as écrit Chris, l'interview, je la commence, genre, j'ai fait un petit palmarès parce que ça me faisait marrer, tu vois. Mais bon, je le connaissais bien pour le coup, tu vois, voilà, la personne est toujours contente et tout. Mais je commence en disant, vas-y, comment tu prends des décisions dans ta vie, tu vois. Ouais. Et le gars, il est là en mode, bah, je suis apte, tu vois, et puis après il réfléchit, et puis il commence à répondre à la question, et c'est trop intéressant. Et en fait, dans ma tête, il y a tout qui s'inscrit en mode, tout ce qu'il dit d'intéressant, je le liste, et je fais, ouais, ça c'est bien, et je priorise au fur et à mesure. Et quand il a fini de répondre à sa question, j'ai vraiment tout écouté, genre j'ai essayé d'internaliser un peu tout ce qu'il m'a dit et tout, et je repense au truc qui était le plus intéressant dans ma tête, et je fais, attends, mais du coup, t'as parlé de ça, dis-moi en plus. Et souvent, le truc le plus intéressant, et si tu les flattes un petit peu, tu vois, genre il y a un truc de « Putain, ça, t'as dit un truc trop bien », hop, ils sont contents, dis-moi en plus. Ah bah ouais, avec plaisir. Et hop, ça s'enchaîne, et ça dérive progressivement, et ça tisse une conversation qui est unique à ton podcast, à ta vidéo, tu vois. C'est le problème de trop de gens qui font des interviews et de journalistes et tout ça. C'était une grosse frustration à une époque dans ma vie, genre de voir des journalistes, genre surtout dans le rap, tu vois, qui interviewent des rappeurs, qui ont des trucs fascinants à dire. Et ils posent toujours les mêmes questions, tout, c'est terrible, genre. Et je suis là, genre, putain, mais encore. Ou tu sais, t'as les gens qui essaient d'interpréter ce que font les artistes. Non, pas du tout. Et en fait, genre, je pense que pour répondre à ta question à la base, c'est vraiment genre comment je fais pour être le plus ouvert possible, pour que ce soit vraiment la personnalité de la personne là maintenant, dans ce fauteuil, dans son état émotionnel, à l'instant T, qui parle. Ok, ouais. Et comment tu ferais du coup pour conseiller des personnes qui aimeraient lâcher ce contrôle, être plus dans la conversation et ne plus penser à tout ça? Parce qu'il y a un grand truc dans l'entrepreneuriat, c'est la peur. Les gens ont peur de ci, les gens ont peur de ça, du jugement, de se planter, d'échouer, etc. Comment tu ferais toi? Qu'est-ce que tu dirais aux gens? C'est le plus gros problème. Genre, c'est le problème de fond dans l'entrepreneuriat la peur, ouais. Et tout ça, c'est la peur. Et en fait, le problème de la langue française, c'est que la peur, c'est qu'un seul mot pour plein de phénomènes différents. Genre comme tu dis, la peur du jugement, c'est très différent, par exemple, de la peur de l'échec, tu vois. Même si ça va un peu ensemble. T'as la peur de ne pas être validé, t'as la peur… Genre, il y a vraiment plein de types de peurs différentes qui sont toutes sous le même mot qui est la peur. Donc en fait, déjà, il faut arriver à décomposer et à connaître un peu tes propres émotions. Bon, on rentre dans l'aspect psychologique de la chose, qui est le truc qui me fascine le plus dans ce que j'ai appris cette dernière année sur Coup d'État. Déjà parce que je suis passé par une phase de dépression et que j'ai fait de la psy et que j'ai découvert la psychologie et que je trouve ça assez incroyable, tu vois, genre ça façonne complètement ma façon de voir les choses, tu vois.
Et en fait, la peur, bah, c'est une émotion. Et ces différents types de peur sont toutes des émotions différentes. Et en fait, il faut apprendre à juste reconnaître ça, quoi. Genre, là, maintenant, je vais commencer une interview. J'ai peur de me faire juger. La plupart du temps, ça va être ça, tu vois. J'ai peur du rejet des autres, ok? C'est une peur qui est complètement primitive, qui vient de l'époque de la préhistoire où l'évolution a fait que… T'avais besoin d'être en groupe pour survivre. Exactement. T'as besoin d'être en groupe pour survivre. Donc les gens qui ont des shots de dopamine quand ils se font valider par les autres, ils survivent. Parce qu'ils sont tout le temps en train de pousser à je veux de la validation et donc ils font partie du groupe et tout ça. Le problème, c'est que l'évolution a été moins vite que l'évolution de notre société et que du coup, on se retrouve dans une situation où tu as quand même peur du rejet des autres alors que ça n'a pas de sens. Et que les leaders de ce monde sont des gens qui ont beaucoup moins peur du rejet des autres que la moyenne, quoi. Et en fait, à partir du moment où tu veux devenir un leader et quelqu'un qui fait des choses intéressantes et qui casse un peu les codes et qui veut sortir de ça et créer quelque chose de nouveau, il faut arriver à prendre conscience que t'as peur, parce que t'as peur. Genre, t'es un être émotionnel, t'es un animal, tu vois, genre t'es juste un homo sapiens, tu vois. T'as peur, nécessairement. Et si t'arrives à prendre conscience que t'as peur, mais que cette peur, elle est décorrélée d'un vrai danger, et ben en fait, tu fais le truc quand même. Et ce qui est fou, c'est que c'est un muscle. C'est comme un muscle. Ouais. Genre, tu dépasses ta peur, t'y vas, tu vois, t'es méga stressé, c'est une forme de peur, tu vois, le stress. T'es stressé, t'y vas, tu le fais, et à la fin, bah, tu publies ta vidéo, tu publies ton podcast, et t'as une validation qui est beaucoup plus forte que l'absence de validation que t'aurais eu en abandonnant, par exemple. Et donc, en fait, tu pousses, et t'as une validation. Et la fois d'après, tu recommences. Et puis t'es stressé pareil. Et en fait, tu recommences et 10 fois, 15 fois, t'es stressé pareil. Et puis au bout d'un moment, bah, ton cerveau, il commence à adapter ton truc et tu finis par aller à une interview, même avec quelqu'un de très connu, genre Ty Chris, tu vois, tu finis par y aller en te disant, ouah, ça va être trop bien. Parce que quand la vidéo va sortir, les gens, ils vont tous m'envoyer des shots de validation. Et en fait, genre, tu inverses complètement ton processus de pensée. C'est ce qu'on appellerait sortir de sa zone de confort, tu vois. Sortir de sa zone de confort, toute la théorie sur ce truc-là, je suis pas un grand fan de l'histoire de zone de confort et tout, mais toute la théorie sur ce truc-là, c'est si tu sors suffisamment, tu élargis ta zone de confort. Et ben c'est ça, c'est juste en fait, tu façonnes tes émotions pour que des situations qui normalement te font peur ou te font des réflexes qui sont mauvais pour la personne que tu veux devenir, et ben tu façonnes tes émotions pour que elles te poussent à faire des trucs naturellement qui vont être bons pour la personne que tu veux devenir. Et sur la question du leader, toi, tu as dû monter Coup d'État, tu avais 22 ans, tu as dû monter une team, etc. Quand tu recrutes des gens qui ont plus d'expérience que toi et qui sont souvent plus âgés, comment ça s'est passé, toi ? Il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Bon, je peux raconter l'histoire d'un peu tout le monde. Enfin, genre en gros, donc là maintenant, on est 6 chez Coup d'État, bientôt 5. Parce que bah, du coup, tu vas partir. On va passer là-dessus après. Et c'est une très bonne chose pour toi et pour nous, enfin pour tout le monde, quoi. Donc on est 6 chez Coup d'État. Il y a toi donc qui est Head of Content qui t'est occupé de toutes les vidéos jusqu'à maintenant, de réaliser, de créer les contenus, etc. Il y a Nesrine qui est réalisatrice, qui est derrière les caméras. Salut Nesrine. Qui est derrière les caméras, qui réalise, qui monte aussi. Enfin, vous avez fait le job à deux pendant un moment, qui s'occupe du social media. Il y a Anaï qui est Head of Community depuis quelques semaines. Il y a Parian qui s'occupe du produit et il y a Filzé qui s'occupe de la tech. Tous ces gens-là, ils ont un point commun et finalement, pour répondre à ta question qui est comment j'ai fait pour recruter des gens, comment ça s'est passé, le gros avantage d'être chez The Family, c'est le réseau, tu vois. Et en fait, The Family a joué un rôle gigantesque là-dedans et encore plus la marque Coup d'État. Je veux dire, j'ai pas créé Coup d'État de zéro, loin de là, tu vois. C'était une vraie opportunité. Je vais voir Oussama, il me dit on voudrait lancer Coup d'État et je fais bah vas-y go, tu vois. Genre il y a une communauté de ouf. Moi, Coup d'État, ça a changé ma vie à l'époque. Imagine ce qu'on peut faire. Bah ouais. Imagine ce qu'on peut faire si on l'amène à être un truc encore meilleur où on pousse le niveau d'excellence toujours plus haut pour essayer de donner vraiment des clés aux gens et les faire dépasser cette peur et faire en sorte qu'ils prennent le contrôle de leur vie pour faire ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Genre imagine si on fait ça. Ça c'est l'opportunité et en fait genre il y a la marque à la base quoi. Je veux dire Filzy, il est venu parce que je l'ai appelé, bon, on avait bossé un peu ensemble, etc. Donc c'est du réseau de précédentes boîtes que j'avais créées et où en fait je voulais un peu, j'avais bossé un peu avec des gens à droite à gauche et il y avait Filzy dedans, tu vois. Je l'ai appelé, je lui ai dit salut, je reprends Coup d'État, est-ce que t'es chaud? Il m'a dit Coup d'État? Oui, direct, tu vois. Toi, on s'est rencontrés à un week-end d'onboarding The Family au château de The Family. Ils sont timbrés, je les adore. On s'est rencontrés à un week-end d'onboarding.
Et genre il y avait 6 personnes qui ont essayé de te recruter sur la journée. Je suis allé te voir à 3h du mat, tu t'es posé à côté de moi en fin de soirée, tiens encore une fois. Et tu me fais je te fais bon, j'ai vu qu'il y avait 6 personnes qui avaient voulu te recruter. Je te propose rien, mais si tu veux venir, t'es le bienvenu, tu vois. Si jamais, ou si t'as quelqu'un, si machin, tu vois. par hasard. Et du coup, t'as fini par dire oui parce que ça t'a travaillé. Et donc, tous les week-ends j'y ai pensé. Et donc je t'ai laissé le choix, tu vois, genre vraiment je t'ai pas poussé à quoi que ce soit. Je t'ai fait un peu te projeter dans voilà ce qu'on pourrait faire ensemble et ce sera lourd, tu vois. Mais c'est tout, genre j'ai pas essayé de forcer quoi que ce soit. Pariante, ça c'est venu hyper facilement aussi parce que il a fait comme Filzy. Coup d'état, oui, tu vois, genre instant, parce qu'il y a la puissance de la marque de coup d'état derrière et voilà, ouais. Et je te dis ça aussi par rapport à, par exemple, tu dis, dans la société, par exemple, tu prends quelqu'un qui a 22, 23 ans, il gère une team de 6 personnes, tu vois, c'est un peu bizarre. Tu dis ça à mes parents, tu vois, ils vont trouver ça trop chelou. Du coup, je voulais savoir pour toi comment c'est passé, si t'avais de la pression au début, comment c'est passé niveau management, tu vois. Parce que on a 22 ans, on n'a pas non plus énormément d'expérience, comment on gère les personnes, etc. Bon, déjà, genre, si tu reviens un petit peu sur mon parcours, genre, en fait, j'ai commencé à essayer de créer des boîtes quand j'avais 12 piges, quoi. Genre, j'ai un petit peu d'expérience, des trucs de merde, tu vois, au départ. Genre, vraiment, tu sais, c'est... Genre, à chaque fois qu'Oussama, il parle de... sous-estimez pas à quel point votre première œuvre doit pas être votre chef-d'œuvre. Je suis là, genre, si vous saviez, tu vois. Genre, mes premiers trucs, c'était vraiment terrible, tu vois. Et c'est normal, genre, c'est trop bien. Ouais, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, tu vois. Genre, il y a vraiment ce moment où je me suis dit, un jour, je voudrais faire un truc gigantesque et ce sera lourd, tu vois. J'y vais. Et genre, à chaque fois que j'ai lancé un nouveau projet, j'étais convaincu que ce serait un truc gigantesque. À chaque fois, c'était faux, tu vois. J'espère que coup d'état sera celui-là, tu vois. Mais bon, j'en sais rien. Et si ça l'est pas, c'est pas grave, tu vois. Genre, ça fait partie du processus, quoi. Ce truc de vraiment manager des gens, c'est arrivé avec Menu Next Door. Genre la boîte d'avant coup d'état, du coup. Où chez Menu Next Door, j'étais CPO, donc je m'occupais du produit. Et en fait, là, j'avais une équipe de dev avec moi et j'avais ce truc de comment je fais pour gérer une team semaine après semaine, qu'on se concentre sur nos métriques. Tout ça, j'ai mis 1 an à comprendre comment les métriques fonctionnaient. C'était un enfer. J'aurais trop aimé avoir la saison 2 de coup d'état à cette époque-là, tu vois. De coup d'état entreprendre. Ça a pris du temps, mais j'ai appris à comprendre comment les gens fonctionnaient, à ce que tu pouvais dire, ce que tu pouvais pas dire, comment t'es gentil, comment tu fais du mal aux gens. Genre faire du mal aux gens, c'est un truc qui est terrible en management, en fait. Par contre, leur mettre des limites et leur mettre un cadre pour qu'ils sachent les choix qu'ils doivent faire, etc., ça les aide à accélérer. Enfin, il y a énormément de leçons qui viennent. Et en fait, les leçons de management, je les ai apprises comme ça. Et après, il y a une grosse phase d'apprentissage sur coup d'état aussi. Genre, il y a eu la phase où j'ai essayé de micromanager tout le monde. Genre, on avait cette board de tâches où genre je voulais absolument que vous avanciez toutes vos tâches pour que ce soit une grosse to-do de toute l'équipe. Et je voulais être au courant à chaque minute de ce que chacun faisait pour être sûr que ce soit dans les temps. Et puis progressivement, j'ai appris à lâcher prise et à dire bon, en fait, vous savez ce que vous faites autant que moi, voire mieux, genre pour tous, tu vois, et pour toutes, j'arrête de vous fliquer, tu vois, genre maintenant je vous dis vous allez faire ce truc-là, vous êtes chaud, oui, non, on discute, machin, on se met d'accord, ok, si tu veux faire ce truc-là, vas-y, tu le fais pour quand, tu penses que t'en as pour combien de temps, pour tant de temps, ok, et c'est délivré. Après ça sort de ma tête et c'est plus moi qui m'en occupe, tu vois. Et en fait c'est une façon de gérer l'équipe qui est déjà beaucoup plus chill pour moi parce qu'en fait je peux rentrer chez moi le soir et mater Game of Thrones tranquille, tu vois, sans me dire waouh, faut que je passe ma soirée à planifier la journée de demain pour tout le monde, tu vois, genre j'ai déjà assez à planifier mon propre temps, c'est déjà beaucoup, tu vois. Donc non, t'apprends à lâcher prise comme ça. Et pour l'âge, l'âge, ça a toujours été un problème. Genre en fait, quand j'ai commencé mes premières vraies activités à 12 ans, tu vois, c'était un énorme problème. Genre t'as 12 ans, les gens ils te regardent, au collège, il y avait d'autres problèmes que ça au collège, tu vois. Genre on peut parler de l'éducation tant que tu veux, quoi. Mais au collège, genre les gens ils étaient là, mais qu'est-ce que tu fais avec ton blog pourquoi tu fous ça, tu vois. Et puis en fait, t'es trop jeune, t'es pas journaliste, t'es tout ce que tu peux imaginer, quoi. Et en fait, c'est un environnement qui est toxique as fuck, tu vois, genre pour démarrer quelque chose. Puis au bout d'un moment, tu finis par avoir des victoires. Et puis genre ton ego de 12 ans ou de 13-14 ans, il fait genre je vous l'avais bien dit, bande de cons, tu vois. Ce qui est la pire chose à faire, genre vraiment ça va pas, tu vois. Mais bon, à l'époque, tu fais avec ce que t'as, quoi. Et puis en fait, genre t'as des victoires et puis tu te fais une carapace
Et c'était une carapace qui était pas très saine, tu vois. Genre, encore chez Menu Next Door, quand je suis rentré chez Menu Next Door, j'avais 19 ans. Tu sais, genre, je suis arrivé chez Menu Next Door, le torse bombé. Salut, moi je sais ce que je fais, j'ai déjà fait du produit, donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et mon objectif, c'était de me faire paraître plus impressionnant que je l'étais pour que Nico, qui était le CEO, me respecte et que du coup, genre, je me fasse pas têche parce que j'étais pas légitime ou je sais pas quoi, tu vois, à cause de mon âge, beaucoup. Et puis en fait, il y a un moment où tu finis par te rendre compte que être vulnérable, c'est une super bonne chose. Être jeune, c'est une super bonne chose. Ça fait partie de toi et qu'en fait, tu le contrôles pas, tu vois. Genre, c'est impossible de contrôler ton âge. Genre, j'ai essayé, tu vois, genre sur Tinder, je mettais que j'avais 26 ans pour essayer de choper des meufs, tu vois, ça marchait pas, tu vois, genre. Si, tu peux avoir de la barbe. Ça dépend qui. Mais ouais, ça c'est venu récemment, hein, la barbe, c'est venu juste avant le coup d'état, c'était un signe. Non mais, mais tu vois, genre, au final, il y a ce moment où tu prends conscience que tes vulnérabilités, c'est tes forces en fait, parce que si tu les acceptes réellement et que du coup tu t'autorises à construire par-dessus ces vulnérabilités et ces faiblesses entre guillemets, tu peux devenir plus fort. Et ben en fait tu t'avances quoi. J'aurais pu arriver chez Menu Next Door et au lieu de faire le malin et de dire je sais exactement ce que je fais, respectez-moi, dire salut, j'ai pas tout compris, par contre vous avez l'air d'avoir compris beaucoup plus de trucs que moi, apprenez-moi et je vais le mélanger avec ce que je sais déjà et je vais en faire quelque chose de mieux et ensemble on peut genre se nourrir les uns les autres et avancer, tu vois. C'est comme ça que je vois ma vie aujourd'hui, tu vois. Mais je l'ai pas fait, tu vois. Je l'ai pas fait et puis voilà, il y a un moment où ton âge fait partie de ça. Ton âge fait partie de ça. Et en plus, on a la chance, encore une fois, chez The Family, c'est un cocon gigantesque, tu vois, où les gens jugent pas ton âge. Genre, il y a plein de gens qui sont un peu plus hauts dans la hiérarchie de The Family, qui sont plus jeunes. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas une métrique et c'est pas un problème. Clairement, c'est ce qui m'avait un peu choqué quand j'étais arrivé à The Family, c'est à quel point l'âge c'était pas un sujet. Alors que globalement dans la société, il faut faire tant d'années d'expérience dans une boîte pour atteindre tel stade, etc. Alors que ici, en fait, on juge juste ce que tu fais, tu vois. Juste pas ton âge, d'où tu viens, etc. Juste qu'est-ce que tu fais au quotidien. Et basta quoi. L'expérience c'est un truc, c'est hyper important. C'est hyper important et genre je pense que un truc qui est aussi important, donc il faut de l'expérience. Genre je pense que si tu veux créer un truc, il faut de l'expérience, tu vois. Il y a pas à chier, mais par contre il faut la faire. Genre déjà, il faut que tu te lances et que tu testes des trucs et que tu foires ou que ça réussisse par chance, tu vois. Mais en tout cas il faut faire de l'expérience. Et je pense que aussi important que l'expérience, il y a ce que t'en fais quoi. Genre, est-ce que tu fais de l'expérience pour devenir quelqu'un d'aigri qui, genre, dès qu'il voit un danger, fait genre ah mais j'ai déjà vécu cette situation donc faut pas le faire? Ou est-ce que tu fais de l'expérience pour que tu t'apprends des choses que tu as faites plutôt que des conséquences des choses que tu as faites, tu vois. Genre, c'est comment tu fais pour bâtir pour te bâtir toi plutôt qu'essayer de mieux contrôler le monde, tu vois, parce qu'en fait tu contrôles jamais rien, hein, genre tu contrôles que les choix que tu fais. Et pour revenir à Coup d'État X, il y avait quelque chose qui avait marqué, c'était un moment dans les interviews, tu savais plus trop si tu voulais continuer à les donner. Tu vois, tu te posais un peu la question. Et récemment, tu m'as dit avec l'interview de Ty Chris que, en fait, tu t'es trompé, tu t'aimais beaucoup trop ça et que tu prenais énormément de plaisir, etc. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qui s'était passé. Déjà, il y a eu cette phase de dépression, quoi, où j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à me lever le matin, c'était terrible, tu vois, genre. Puis il y a eu les phases de psy où ça a duré 5 semaines et ma vie a changé complètement, tu vois, genre vraiment c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Et maintenant j'ai envie de chérir cet état dans lequel je suis, qui est un état d'éveil un peu mental, tu vois, genre où je suis conscient en fait de mes émotions et où j'essaye de les accepter et de faire mon chemin avec les armes que j'ai et d'essayer d'apprendre de plus en plus. Je pense que ça a été un bon déclic en fait. Genre à la base, j'étais en interview, c'était dur, j'étais concentré sur moi, sur ces trucs, sur cette peur, sur ces trucs-là et tout. Et en fait, après ces séances de psy et cette sortie de dépression, j'ai fait l'interview de Ty Chris et j'étais là genre ouais mais c'était ouf, tu vois. Rumeur publique, Christian, c'est pareil. Genre c'était un peu en sortie, c'était à la fin des séances de psy, tu vois. Et en fait, c'est la première fois où j'ai fait des interviews où j'avais plus ce problème de peur. C'est pour ça que je dis que la santé mentale, c'est la base de tout, tu vois. C'est qu'en fait, c'est hyper facile de donner des conseils a posteriori, genre ah si t'as peur, vas-y sors de ta zone de confort. En fait, s'il y a des traumatismes trop profonds, des trucs qui sont trop enfouis en toi et que tu les as pas réglés, genre c'est c'est comme une pyramide quoi. Il faut commencer par les bases. Faut
faut commencer par ton histoire, être d'accord avec ton histoire. Il y a des principes de plaisir et de réalité. Enfin, il y a vraiment plein de choses. D'ailleurs, j'écris une série d'articles instant auto-promo. J'écris une série d'articles qui s'appelle About Mental Health et où j'explique tous les trucs que je mets en place pour continuer à pas être heureux, parce qu'être heureux c'est un état instantané, genre c'est vraiment genre tu peux être heureux un moment et être triste le lendemain, ça change pas que ta vie elle est bien. Genre c'est comment tu fais pour prendre soin de ta propre santé mentale, tu vois. Et donc il y avait vraiment ce moment où genre j'ai fait ces interviews et où j'étais plus concentré sur moi parce que j'étais en mode bon bah de toute façon quoi qu'il arrive ce sera arrivé, tu vois. Par contre, j'étais concentré sur l'autre personne. Et j'avais ce jeu de je vais prendre tous les trucs intéressants qu'elle dit et qui ont l'air émotionnels pour elle et creuser dedans, tu vois. Et mon but, c'est vraiment d'aller titiller, genre le plus possible, tu vois, jusqu'à pousser les gens au bord presque de leur limite émotionnelle où ils sont un peu mal à l'aise et tu sens que la question suivante, elle va peut-être un peu déstabiliser le monde qu'ils se sont créés. Et là, j'arrête parce qu'en fait, c'est pas intéressant pour moi de juste les mettre au dos au mur, genre ah mais en fait, ce que tu fais, c'est de la merde, tu vois. Ça n'a aucun intérêt parce que c'est pas vrai. Par contre, genre je vais tâter les limites de leurs croyances en fait, parce que tu construis ta vie en fonction de tes croyances. Il y a des gens pour qui c'est la religion, il y a des gens pour qui c'est la spiritualité, il y a des gens pour qui ils ont des principes qui leur ont été inculqués depuis l'enfance, ou des gens qui construisent leurs propres principes eux-mêmes. C'est ce que moi j'essaye de faire, tu vois. Genre j'ai passé les 23 dernières années de ma vie à déconstruire ce qu'on m'avait appris enfant et à reconstruire ce que j'avais envie de faire, tu vois. Et je pense que c'est pas fini et que ce sera jamais fini. Mais en tout cas, genre quand tu vas dans les limites émotionnelles des gens et dans leurs croyances et tout, tu finis par être là en mode, je pense que j'ai appris des nouvelles manières de penser. Okay. Et ça m'a fait cliquer complètement. Genre le mélange, je vais mieux dans ma tête et du coup je peux me concentrer sur l'autre personne et regarde tout ce que je peux apprendre et comment je peux façonner ma vie encore mieux en faisant des interviews impressionnantes. Et le nombre de gens qu'on peut aider, qui regardent les vidéos et qui écoutent les podcasts et qui sont contents et qui nous envoient un soutien gigantesque constamment, qui font que tu te lèves le matin, tu as des messages de gens qui disent que ce que tu fais c'est de la balle, tu es trop content. Genre ça te fait un cercle de validation infini. Tu te dis on va faire une saison 2 quoi. On va faire une saison 2 et on va élargir un peu le scope et on va inviter des gens qui sont du niveau de vie de taille crise, donc qui ont accompli vraiment beaucoup de choses, des gens qui sont potentiellement un petit peu plus vieux ou en tout cas qui ont plus d'expérience, parce que c'est dans la multiplicité des types d'expériences dans une seule vie que tu vois que tu chopes les leçons les plus intéressantes en fait. Parce que les gens, quand tu appliques les mêmes principes de vie à plusieurs trucs et que ça marche, les gens ils ont un recul dessus où tu te dis genre ouais, c'est pas juste ils font un truc et ça marche et donc du coup ils savent pas trop expliquer comment. C'est genre souvent ils peuvent te dire en fait oui, genre il y a un pattern, moi j'applique ça à toutes mes situations et ça marche. Et le jeu c'est un peu de trouver genre où sont les limites de ça, tu vois. Et si les limites elles sont plus loin que leur champ d'action, t'as découvert un truc, genre une nouvelle façon de voir le monde et tu l'appliques à toi ou pas. Enfin, donc ouais, genre il fallait continuer cette série. J'adore ces interviews quoi. Genre c'est une série qui marche moins bien que Coup d'État Talks et que Coup d'État Entreprendre. Ouais. Et du coup, il se prépare quoi pour la saison 2 ? Il se prépare quoi je vais pas donner de nom, mais on prépare une série de entre 10 et 15 interviews de gens qui sont Enfin, grosso modo, le truc qu'on dit chez Coup d'État, c'est qu'on veut des superstars, quoi. Ouais, des restas. On veut des restas de ouf, on veut des artistes, on veut des sportifs de haut niveau, on veut des acteurs, des actrices, on veut des journalistes exceptionnels, etc., qui ont tous le point commun d'être entrepreneurs de leur vie. Et toi, pourquoi tu fais Coup d'État ? Pourquoi je fais Coup d'État ? C'est parce que je pense que toute ma vie, genre c'est un de nos meilleurs utilisateurs, Momo. Shout out Momo. Un de nos meilleurs utilisateurs qui m'a dit ça un jour. J'étais un peu down, mais c'est un des mecs qui me remonte le moral quand ça va pas trop, tu vois. Genre t'as toujours besoin de gens comme ça dans ta vie. Des fois c'est ta famille, des fois c'est tes amis, des fois c'est ma meuf, des fois c'est toi, des fois c'est Nesrine. Genre ça dépend, tu vois. Un jour je disais ouais machin, la vidéo de la conférence 4 sur créer un produit dans la saison 1, elle est pas malade. Parce que j'étais pas prêt pour cette conf et c'est vraiment genre c'est une vidéo qui est de moi en ligne mais je suis pas hyper fier de cette vidéo, je l'aime pas trop, tu vois. Et moi il m'a dit un truc genre non mais cette vidéo elle est incroyable parce que certes t'es pas parfait dedans et genre c'est effectivement le contenu est bien, tu vois, mais pas transcendant, tu vois, surtout que t'es au milieu d'Oussama et tout, genre c'est chaud, tu vois. Mais en fait elle traduit un truc qui est vraiment inspirant, qui est que toute ta vie tu t'es battu pour être toi. Et c'est un truc qui m'a marqué, tu vois, genre cette phrase-là qui m'a dite,
Bon, il dit beaucoup de phrases, Momo. Il dit énormément de trucs et puis au milieu des punchlines exceptionnelles, tu vois. Genre ce truc de se battre pour être soi, ça me travaille depuis parce que je trouve que c'est la meilleure manière de vivre sa vie, tu vois. Genre si tu te bats pour être la personne que tu veux être profondément et pas la personne qu'on t'impose, tu sais, c'est ce que dit Thor dans le dernier Avengers, quoi. Dans le dernier Avengers, Thor il dit ça. Genre sa mère elle lui dit ouais, sois le héros que tu es, pas le héros que t'es supposé être, tu vois. Ouais. Et en fait, genre, je trouve ça hyper intéressant. D'autant plus que, en fait, quand t'as pas un cadre de vie qui t'est imposé de la naissance, mes parents m'ont laissé assez libre de faire tout ce que je voulais et j'en suis énormément reconnaissant, tu vois. En fait, il y a un moment où j'ai juste voulu péter toutes les barrières et tester ce qui se passait si j'avais plus aucune barrière et où est-ce que je vais, tu vois. Je pense que là, maintenant, avec toutes les expériences passées, etc., j'arrive un peu plus à connect the dots, tu vois. Genre, ok, tu vois, genre, coup d'état, c'est incroyable parce qu'en fait, pour moi, c'est incroyable parce que c'est un mélange de tout ce que j'ai appris à faire ces 12 dernières années, tu vois. Genre, c'est du produit, c'est le truc que j'ai développé le plus chez Menu Next Door. Genre, je faisais que ça, je faisais que des maquettes à longueur de journée, que du design, que de la gestion des devs, que faire du produit, jusqu'à ce que je devienne une brute, tu vois. Genre, j'aime trop ça m'excite. Genre, vraiment, c'est incroyable. En plus de ça, il y a toute la gestion des gens, etc. Genre le management, le recrutement, etc. qui sont des choses que j'ai aussi apprises à faire chez Menu Next Door et que j'apprends encore à faire au quotidien, tu vois. Et c'est de la communauté qu'on a fait aussi beaucoup chez Menu Next Door. Et le quatrième truc, c'est de la vidéo. Et la vidéo, c'est le seul truc que j'ai appris à faire, pas dans ma carrière pro. C'est un truc que j'ai appris à faire parce qu'on faisait des vidéos toutes nazes avec mes potes du lycée, qui sont incroyables et qui sont des souvenirs exceptionnels et que après avoir dit ça dans cette interview, les gens vont fouiller sur YouTube et trouver des vidéos de moi sur le lycée, de moi au lycée en train de faire des vidéos marrantes, quoi. Mais en vrai, ces vidéos-là, c'est des nuits à faire du montage avec mes potes, tu vois. J'étais avec Jules, on faisait du montage toute la nuit, on se réveillait le lendemain avec des cernes gigantesques, mais on avait un film qu'on mettait sur YouTube et qui faisait 2000 vues, on était contents, tu vois. Et en fait, ce truc-là, je l'utilise chez Coup d'État maintenant, quoi. Genre, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir discuter avec toi facilement quand tu fais du montage, ou avec Nesrine facilement quand elle fait du montage, parce que, en fait, je sais faire aussi, tu vois. C'est ce qui me permet de, maintenant, tu t'en vas, et en fait, je reprends le montage, et c'est pas un problème, et ça s'enchaîne, et c'est fou parce que, genre, vraiment, dans ce truc de je me bats depuis toute ma vie pour devenir moi-même, il y a toutes ces expériences qui sont un peu décorrélées les unes des autres, un peu random, tu vois, où j'ai pris des décisions vite fait. Vas-y, on fait un film avec mes potes, vas-y, je vais chez Menu Next Door sur un coup de tête, je monte à Bruxelles, machin. Et en fait, la convergence de le produit, la communauté, le management, les vidéos, qui sont tous des chemins qui ont un peu rien à voir, mais qui au final ont juste à voir avec moi, ça a fait une convergence qui me permet de channeliser tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris à faire dans le truc qui me semble le plus important dans ma vie et qui m'apporte le plus de satisfaction, qui est d'aider les gens à révéler leur potentiel. Parce que je crois, genre, je suis tellement deg à chaque fois que je vois quelqu'un qui a un potentiel gigantesque et qui est bloqué par la peur, que si j'arrive à en débloquer ne serait-ce qu'un ou une, genre, ça me rend ouf, tu vois. Je suis genre, waouh, ça a marché. Genre à la base, ils étaient keblo et maintenant ils ont une boîte qui marche et ils sont contents et ils font un truc qui est plus aligné avec la personne qu'ils veulent être. Et il y a rien qui me rend plus heureux, tu vois. Genre vraiment, ça me transcende. L'éducation, quoi. L'éducation, mec. Coup d'État, c'est un peu ça. Mais moi, le pourquoi le vrai pourquoi, enfin, genre s'il faut répondre à la question, vraiment, le pourquoi de Coup d'État, c'est parce que aujourd'hui, je crois fermement que il y a énormément de choses dans la société qui sont bloquées parce qu'il y a trop peu de gens qui entreprennent au sens large, tu vois, genre qui entreprennent des nouvelles choses et qui veulent amener le monde à devenir une meilleure version du monde, etc. Donc on essaye on passe notre temps à regarder les gens qui font et soit à les aduler, soit à les critiquer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont statiques et c'est terrible. Tu vois, genre, moi, j'ai fait partie de ces gens-là pendant longtemps. Genre, tu regardes et puis tu dis, ah, c'est pété, tu vois. Genre, c'est nul ce qu'il fait. Ouais, il fait des trucs. Lève ton cul de ton canapé et vas-y, tu vois. Et en fait, je pense que si on arrive à éduquer les gens à avoir ce goût de faire des choses et d'avancer et d'accomplir et de faire a fortiori du bien. Bon, j'ai pas le contrôle sur ce qu'ils choisissent de faire, mais j'espère qu'il y a des gens qui vont faire du bien. En fait, on peut créer une société où il y a beaucoup, beaucoup plus de leaders
et où en fait on se transcende en tant qu'humanité et on va aller tacler les putains de challenges qui nous attendent. Genre on est à une époque où il n'y a jamais eu autant de challenges que maintenant. À chaque fois qu'on dit il y a un problème, genre le sexisme, le racisme, la peur ambiante, enfin tu vois tous les problèmes de société dont on parle, à chaque fin de débat c'est genre ouais mais le problème c'est l'éducation, il faudrait qu'on éduque mieux les gens, etc. Et ben je pense qu'avec Coup d'État, à long terme, on peut faire un truc où les gens ont un outil pour s'éduquer constamment, parce que l'éducation c'est constant. Genre c'est pas un truc qui se fait je vais à l'école et après j'ai tout compris à la vie, du coup je peux le faire tout le reste de ma life. Si on donne un outil aux gens pour se former constamment sur des nouvelles choses, s'ouvrir au monde, élargir leur façon de construire le monde qu'ils ont envie de construire et qu'on leur donne les outils pour le faire, ça change complètement la donne partout, tu vois. Et l'éducation, ça a toujours été un truc qui me fascine. J'adore enseigner, j'adore expliquer les choses aux gens. Je me sens utile, c'est trop bien, tu vois, genre ça me rend heureux. Toi, comment t'as fait pour t'éduquer? Comment t'as fait pour casser toutes ces barrières, tout ça? Comment j'ai fait pour casser toutes ces barrières déjà, il y a beaucoup de trucs que Internet aide énormément, tu vois. Genre au final, il y a ce moment dans ma vie, je pense, où c'est peut-être pas un moment, c'est sûrement une période, mais où je découvre que j'apprends plus de trucs quand je suis chez moi en rentrant de l'école qu'à l'école, et où je suis là genre mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc en fait, je finis par faire le strict minimum à l'école pour avoir une bonne moyenne et que mes parents soient contents, et puis en fait le reste du temps, ce que j'apprends pour de vrai, c'est chez moi tout seul, tu vois. Le problème de ça, c'est que ça demande une volonté. Genre c'est une volonté que j'ai, je sais pas trop d'où elle sort, c'est une curiosité que mes parents m'ont enseignée, etc. Mais c'est un truc qui se travaille, mais quand t'as 12 ans, tu sais pas. Genre tu peux pas savoir si tu veux pousser sur un sujet ou un autre, enfin c'est compliqué, tu vois. Mais donc il y avait cette volonté de faire des trucs, d'être différent des autres, probablement de la frustration, beaucoup, mais quand même une volonté. Internet, enfin tu tapes sur Google, quoi. Genre tu sais pas quelque chose, tu tapes sur Google, quoi. Et genre vraiment tu trouves tout, tu vois. Genre vraiment tu trouves tout et t'es là genre bah ok, tu vois, genre et souvent ça t'amène sur d'autres sujets. Du coup t'as envie de creuser encore sur ces nouveaux sujets, et tu découvres des nouvelles choses et tout, et c'est assez incroyable. Donc il y a le pouvoir d'internet, et après je pense que le truc qui m'a fait casser le plus de barrières après la psy, c'est d'avoir quitté l'école, quoi. Genre enfin, c'est pas un message que je veux renvoyer, genre tout le monde devrait quitter l'école, c'est cool, tu vois, parce que je pense que c'est quand même ça reste un danger, et tout le monde n'est pas voué à prendre beaucoup de risques, même si plus le risque est gros, plus la récompense est grosse, tu vois. Game of Thrones, ça. Tu quittes l'école. J'ai chopé un job chez The Family, et puis ensuite chez Menu Next Door, et j'ai construit un truc et tout ça. Tout est allé assez vite, tu vois. J'ai pas eu de période où j'ai quitté l'école et j'étais en galère et tout ça. J'ai eu de la chance, tu vois. Pas que, j'ai aussi provoqué un peu, mais il y a quand même une part de chance. Quand tu vois que tu quittes l'école, que tout le monde te disait c'est impossible, t'auras pas de job, tu vas mourir, tu vas être à la rue, et qu'en fait tu quittes l'école et que tout va bien, et que tout va mieux même, bah en fait les barrières elles tombent toutes seules, quoi. Tu les casses même pas, elles tombent toutes seules. Genre ton cerveau il fait genre what the fuck, genre t'as une récompense gigantesque, tout le monde est là genre ah putain ça marche pour Val et tout, c'est trop cool. Moi aussi j'aimerais avoir le courage de quitter l'école, tu vois. Et en fait c'est pas du courage de quitter l'école, c'est juste un moment j'ai pété un plomb, tu vois. Genre j'en pouvais plus, c'était terrible. Genre être à l'école pour moi c'était terrible. Pourtant j'étais pas mauvais, tu vois, mais c'était affreux, quoi. Et moi je le vois même pas comme du courage, c'était nécessaire. Genre ça aurait été courageux de rester. Et c'est un processus constant. Genre apprendre et casser tes propres barrières, c'est un processus constant. Genre t'es tout le temps en train de le faire, tu vois. Et je serais en train de le faire toute ma vie. Genre sinon t'arrêtes d'apprendre, t'es mort, tu vois. C'est pas épuisant? Non, parce que tu te reposes. Genre faut se reposer dans la vie. C'est trop important, tu vois. Genre, dans mon agenda, il y a plein de plages horaires où c'est écrit je chill à la maison avec mes potes, tu vois. Tu te reposes, tu passes du temps avec les gens que t'aimes, tu fais pas que bosser toute ta life. Tu mets de l'intensité quand il faut en mettre. Tu vois, c'est la saison 2 de Coup d'État, on a bossé 3 semaines comme des malades. Et bah après les 3 semaines comme des malades, il y a eu une semaine entière où je venais au bureau de 11h à 17h et où je faisais mes trucs un peu tranquillou. Et puis après, du coup ça m'a reposé vraiment. Genre c'est du vrai repos. C'est pas genre j'ai pris des vacances et je suis parti faire le plus de trucs possible. C'était du vrai repos. T'as toujours réussi à gérer ta vie pro et ta vie perso comme ça? Parce que moi j'ai eu des périodes où j'avais plus de vie perso et je faisais que de taffer, tu vois. J'avais 3 projets et toute ma vie c'était ces 3 projets, je faisais que ça. Ah ouais, non, c'est une vraie discipline. Et je pense que c'est j'allais dire c'est presque la seule qui compte, tu vois. Ça aussi c'est venu hyper récemment, quoi. C'était genre
un des énormes problèmes de ma vie, quoi. Genre, c'était comment je fais pour réconcilier le plaisir et la réalité. C'est un truc qu'on a travaillé avec ma psy énormément, tu vois. En fait, dans ma vie, j'ai eu vraiment deux phases qui se sont succédées, qui étaient les extrêmes. Genre, il y a eu Menu Next Door, où on bossait de 7h à 22h tous les jours pendant 2 ans, et on n'avait pas de vie, tu vois. Genre, la nuit, tu vas te coucher, tu penses à Menu Next Door. La nuit, tu rêves, tu rêves de Menu Next Door. Tu te lèves le matin, tu te douches et tu fais que bosser. Et en fait, tu fais pas que bosser, c'est pas vrai. Genre, t'es pas tout le temps en train de produire des trucs, mais t'es au bureau. Du coup, tu discutes avec les gens, il y a des idées qui fusent, machin, tu testes des trucs et tout ça. Et en fait, ça fait que t'es constamment en mode travail. Il y a un moment où j'ai pété un plomb parce que quand tu fais que ça dans ta vie et que ça se casse la gueule, en fait, c'est terrible. Genre, ta vie, ça anéantit, tu vois. Genre, j'ai eu cette phase où je disais à mon père, attends, si cette boîte s'arrête, je vais faire quoi, tu vois. Genre, ça a pas de sens pour moi. Genre, la vie a pas de sens sans Menu Next Door, tu vois. Ah ouais. Et Menu Next Door s'est arrêté. Et la vie avait du sens, tu vois. Genre, j'ai retrouvé mes potes du lycée que j'avais abandonné lâchement parce que je me sentais plus pissé, tu vois. Que j'étais en mode j'ai une boîte qui marche, donc mes potes de Seine-et-Marne, tant pis pour eux, tu vois. Et en fait, je les ai retrouvés, ils m'ont dit mec, on t'attend depuis 2 ans, tu vois. Et j'étais là genre what the fuck, tu vois. Et encore une fois, genre c'est la même chose que quand j'ai quitté l'école. Genre ça m'a fait un shot énorme de mais en fait, ils sont toujours là, tu vois. Ils sont toujours là et bon, je les lâche plus jamais déjà, hein, genre c'est terminé, tu vois. Et en plus de ça, tu te dis c'est possible quoi. Et en fait, j'ai entamé post Menu Next Door où c'était 7h 22h pendant 2 ans. J'ai entamé un truc où de 7h à 22h tous les jours, c'était plage et chill quoi. Et on faisait rien, tu vois. Genre je bossais un peu sur des projets, bon j'aime toujours, tu vois, en tâche de fond il y avait toujours un petit peu de projets, je devais bosser 4 heures par jour sur une boîte, un side project, des trucs de cuisine et tout ça, tu vois. Mais au final, c'était des longues vacances d'1 an et demi. Alors, j'avais la chance de pouvoir le faire parce que j'avais le cash de Menu Next Door un petit peu accumulé, etc. Donc, j'ai pu le faire avec mes réserves et tout, quoi. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait que du chill, quasiment. Et puis, au bout d'un moment, j'avais plus de thunes. Du coup, j'ai fait du freelance, ça m'a fait chier. Et parce que, genre, ça m'intéresse. Je voulais vraiment construire quelque chose de nouveau. Et en fait, quand j'ai lancé des projets de boîte, des trucs qui ont marché, genre où j'ai chopé des product market fit hyper rapidement, tu vois, et où en fait, genre, je chopais le product market fit, genre je voyais les sign-up augmenter, les ventes décoller et tout, et je disais, oh là là, ça veut dire que je dois me mettre full time de 7h à 22h comme chez Menu Next Door, j'abandonne. En fait, c'est faux. Genre, c'est un conseil qui est beaucoup donné chez The Family. C'est soit si tu veux faire ta startup, soit tu fais que ça, soit tu le fais pas. Je trouve que c'est le pire conseil, quoi. Genre c'est un truc avec lequel je suis pas d'accord sur les valeurs de The Family. C'est qu'en fait au départ, tu peux carrément faire un side project, tu vois. Il y a un moment où ça devient plus possible. C'est ce qui se passe avec toi, tu vois. Genre tu faisais des side projects, aujourd'hui c'est plus compatible avec Coup d'État et tu préfères faire ce side project en main project. Fine. Genre c'est une bonne manière d'aborder le truc parce qu'en fait quand tu es full time, t'as pas tous ces moments où t'es en mode bon, qu'est-ce que je fais, tu vois, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Maintenant j'attends une réponse d'un utilisateur, d'un client, machin. Tu vois, t'as pas tous ces moments de vide qui te rendent fou en fait. Et donc je pense que ouais, c'est vraiment pas un bon conseil de dire mets-toi full time, tu vois, genre parce que sinon ça te met une pression, je devrais être full time, je devrais faire que ça toute ma vie et tout, et c'est horrible. Et en fait j'ai trouvé le juste milieu en organisant ma vie beaucoup mieux quoi. Et genre aujourd'hui, le dimanche soir et une partie du lundi matin, c'est passé à juste faire mon agenda quoi. Et genre je remplis mon agenda et j'écris tout et je dis bon là je veux chiller ce soir-là, je veux chiller ce soir-là, je veux faire une soirée ce soir-là, je veux faire machin. Donc je fais d'abord souvent mes soirées, tu vois, parce que sinon j'ai tendance à mettre plus de taf que de loisirs. Donc d'abord je commence par mes moments de détente et ensuite je rentre tout le reste. Ok, là je vais me faire une plage horaire de 4 heures où ça va être écriture de contenu. Donc ça va rentrer la newsletter Coup d'État, ça va rentrer les posts Insta, ça va rentrer quelques trucs différents. Et puis là je veux faire une session de montage et puis là je veux faire une session de produit avec les gars du produit. Et en fait j'organise mon agenda. Mon agenda est tout le temps plein, mais il est plein de gros blocs où des fois c'est marqué pause, tu vois. Coup d'État, pour moi, c'est une mission ultra profonde. C'est un truc qui me transcende complètement. Ça veut pas dire que j'ai envie de faire que ça. Sinon, en fait, tu pètes un plomb. Genre, c'est un marathon, tu vois. Soit t'es malheureux et tu tiens parce que t'as une carapace, soit il y a peut-être des gens qui sont heureux à faire qu'un seul truc dans leur vie, tu vois.
Je trouve que la pluralité a quand même une certaine beauté. Parce que moi, je t'ai vu abattre plein de sujets les uns après les autres. Tu vois, Comment ça? par exemple, vie perso, vie pro. Genre là, par exemple, toi, tu vois que c'est totalement géré, que c'est totalement sous contrôle et que tu fais ça trop bien. Tout ce qui est mental health avec ta psy, j'ai vu que tu as progressé de fou et que là, c'est sous contrôle et que c'est trop bien, etc. Du coup, je me demandais un peu, est-ce qu'il y avait encore des trucs dans ta vie sur lesquels tu voulais bosser, t'améliorer, etc. C'est une bonne question. Oui, forcément, il y a toujours des trucs, tu vois. Je pense que tu réalises les choses que tu dois changer dans ta vie quand ça te fait mal, genre fondamentalement, genre quand il y a un problème. Là, mon gros focus de tous les jours, il est sur comment on fait du cash avec Coup d'État. Genre vraiment, c'est le truc de bon, là, on est au mois de mai, là, on tourne cette vidéo, on est le 14 mai. Au 30 mai, il faut payer les salaires de toute l'équipe. On n'a pas assez de cash pour le faire. Comment on fait? Comment on vend Anyone Can Scale, qui est notre formation? Genre, je suis convaincu que c'est de la balle, que ça va aider des gens de ouf et que le contenu est malade. Maintenant, il faut que j'arrive à convaincre suffisamment de gens de venir précommander la formation, etc. pour faire en sorte que la boîte tourne. Parce que si la boîte tourne pas, ben on paye pas les salaires et c'est un enfer, tu vois. Genre, la boîte peut complètement couler à cause d'une erreur comme celle-là. Donc, je suis concentré sur ça. Et je pense que ouais, c'est un truc où il faut être focus, tu vois. Genre, il y a un moment où, au tout début de ta boîte, tu vas prendre toutes les opportunités qui s'offrent à toi et tu saisis un peu tout pour voir ce qui stick ou pas. Là, on est à un moment de la vie de Coup d'État où on peut pas faire ça. On doit être focus sur un seul truc. Et c'est le seul truc qui m'obsède parce que c'est un peu ce qui menace tout mon style de vie actuel. Genre aujourd'hui, si je peux gérer mon temps correctement et en être content, gérer mes émotions correctement et en être content, gérer mes relations correctement et en être très heureux, c'est parce qu'il y a Coup d'État. C'est parce qu'il y a Coup d'État et que ce que je fais me rend hyper heureux, ça me satisfait à fond, on aide vraiment des gens, c'est trop bien. Comment on fait pour que cette boîte reste à flot et comment on fait pour qu'elle soit sublimée et qu'on en fasse quelque chose de gros. Genre vraiment, le but c'est d'aller changer l'éducation dans la vie du plus de gens possible. Et tu peux nous en dire plus un peu sur le futur de Coup d'État? Le futur de Coup d'État, l'objectif, donc là on a fait Coup d'État Entreprendre, qui est la série pour apprendre à entreprendre, donc il y a un truc très pédagogique, comment tu fais, genre il y a l'état d'esprit saison 1 avec Oussama, le créer un produit saison 2 avec moi, il y aura dans le futur saison 3 financement, saison 4 recrutement. À côté, on a fait Coup d'État X, qui est donc cette série d'interviews d'entrepreneurs pour l'état d'esprit et la vision du monde, etc. On a fait Coup d'État Talks, qui est plus sur plein d'entrepreneurs qui vont donner des petites leçons sur un sujet particulier et te donner un peu des clés aussi pour implémenter certaines choses dans ta boîte. Et puis, on a Anyone Can Scale, qui est notre première série payante et qui veut aider les gens qui sont pas qui débutent pas dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà une boîte qui tourne et qui veulent apprendre à constituer leur boîte en blocs pour faire en sorte que ce soit des blocs indépendants les uns des autres et que ça fonctionne et que du coup ça leur permette de créer un modèle qui va scaler. Tout ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Ça veut dire qu'on est capable de produire des séries, qu'on est capable de produire des saisons dans ces séries, que visiblement ça a l'air de plaire quand même à la cible de Coup d'État et à tous les gens qui peuvent découvrir le truc. L'objectif à long terme, c'est comment on fait pour créer de ça un modèle où on sait, voilà, une série Coup d'État, c'est un producteur ou une productrice, un réalisateur ou une réalisatrice. Combien ça nous coûte d'acheter une série Coup d'État, qu'elle soit gratuite ou payante? Et ensuite, combien ça nous rapporte? Genre les séries gratuites, elles vont nous apporter des gens qui vont découvrir le contenu. Les séries payantes, elles vont nous rapporter des ventes qui vont faire du cash pour qu'on puisse faire grossir la boîte. Comment on fait pour avoir un équilibre où on achète des séries moins chères que ce que ça nous rapporte et on fait grossir la boîte le plus possible et on avance. Et l'idée, du coup, c'est que tu vas avoir des séries sur des gens entreprenants de tout type, quoi. Genre on peut faire des séries à long terme, on peut faire des séries sur comment devenir sportif de haut niveau, tu vois, les clés de je sais pas, enfin genre sans vouloir citer de nom, mais genre on doit pouvoir faire un truc, t'imagines, genre vas-y on rêve, tu vois, on rêve Teddy Riner, Laure Manodou et Federer t'expliquent comment devenir un sportif de haut niveau, tu vois, en termes d'état d'esprit et tout ça, genre c'est ouf.
Genre, je veux que ça existe et je veux que ce soit gratuit et qu'il y ait un maximum de gens qui puissent le regarder. Et si pour soutenir ce modèle-là on produit du contenu gratuit qui va inspirer des milliers et des milliers de gens, voire plus, on va avoir un modèle de formation payante qui vont aussi aider des gens qui peuvent se le permettre, qui vont gagner plus d'argent grâce au contenu qu'ils auront acheté, parce ils vont mettre en place des nouvelles techniques, etc. Moi, c'est parfaitement aligné avec qui je suis, c'est parfaitement aligné avec les valeurs de Coup d'État, et on crée un business model où en fait on peut créer des formations qui, à grande échelle, vont aider des gens à prendre le contrôle de leur vie, quoi. Et j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi pour toi faire ton coup d'état? Putain, j'ai même pas préparé, frère. J'ai même pas préparé la question, quoi. Bah, trop bien, tant mieux. Tant mieux. Faire ton coup d'état, c'est hyper littéral. Genre, c'est genre, tu sais, faire un coup d'état, c'est prendre le contrôle de l'état, tu vois. Genre, je pense que tu gagnes vraiment à prendre le pouvoir dans ta vie. Et que prendre le pouvoir, c'est une expression qui est associée à beaucoup de choses négatives. C'est genre, tu fais du mal aux gens autour de toi pour prendre le pouvoir, etc. C'est dangereux, tout ça. En fait, prendre le pouvoir, pour moi, ça ressemble beaucoup plus à un lâcher prise et un accepter qu'il y a des choses qui vont arriver sur lesquelles t'as pas le contrôle. Et que tu peux prendre le pouvoir pour t'aligner sur la personne que t'es, comme on disait, tu vois, c'est genre toutes ces expressions, quoi, les planètes sont alignées, je me sens droit avec moi-même, tu vois, tous ces trucs-là qui disent, genre, qui sont prononcés par des gens qui ont l'impression d'être au bon endroit, au bon moment et dans la bonne direction à chaque moment, tu vois, avec les bonnes personnes, à chaque moment. Faire ton coup d'état, c'est juste prendre le contrôle de ta vie pour vivre la vie que tu as envie de vivre. Lourd. Merci Valentin. Merci beaucoup, Dim.